Alors cet article premier, comme l'ensemble du projet de loi de finances rectificative, nous semble en dessous de ce qu'il faudrait en termes d'intervention de l'État. La timidité de ce plan ne permet ni de répondre efficacement à l'urgence sanitaire, ni d'assurer une relance budgétaire afin d'empêcher l'appauvrissement de la population qui frappera en premier lieu les plus fragiles. Certes, la relance budgétaire augmente la dette publique, mais l'impact est limité en période de dépression. La relance induite amène les recettes fiscales et comme les taux d'intérêt sont bas par rapport aux taux de croissance, la dette publique ne fait pas boule de neige. Par ailleurs, le poids de ces dépenses peut être considérablement réduit par le levier fiscal qui devrait, de notre point de vue, être un point central de ce projet de loi de finances rectificative et qui est absent, hormis à travers les propositions que nous avions faites et qui ont été rejetées, ce qui nous semble problématique quand on parle aujourd'hui d'un effort collectif. Il nous semble que le rétablissement de l'impôt sur la fortune serait précisément ce qu'il faudrait faire. Et il semble que d'ailleurs un certain nombre de nos concitoyens et concitoyennes les plus privilégiés sont prêts à faire ces gestes. Il nous semble que l'augmentation de la fiscalité du capital devrait être nécessaire et la création d'un impôt sur l'épargne. Et enfin, et surtout de notre point de vue, si on parle en termes de finances, c'est les nécessités de financement et d'investissement, non seulement au niveau sanitaire, mais social et également au niveau écologique, nécessitent à un moment donné que la Banque centrale européenne rachète la dette des États et la transforme en dette perpétuelle. Et de ce point de vue, il est dommage que la France n'ait pas cette position qui permettrait véritablement de relancer le pays et puis de montrer que l'Union européenne a un rôle fondamental. Donc de notre point de vue, cet article premier, comme l'ensemble du projet de loi, est en dessous et ne répondra pas aux besoins de la période. Alors écoutez, moi je voulais vous faire part de ce que j'ai entendu ce matin sur France Inter. Il y avait le penseur Dominique Bourg qui s'interrogeait sur l'attribution des 20 milliards à des entreprises dont le nom se profile, des entreprises comme Air France, comme Renault. Il s'interrogeait et recommandait non pas de se précipiter vers n'importe quelle relance, mais de ralentir pour un autre modèle. Et cela pour une planète viable, non pas demain, mais dès aujourd'hui. Alors cet amendement s'inscrit vraiment dans cette logique. Il propose dès maintenant la suppression de niches fiscales négatives pour l'environnement, le remboursement du kérosène aérien par exemple, le gazole pour le transport routier. La liste n'est pas exhaustive. Il en perdure de nombreuses de ces niches négatives pour l'environnement, 16 milliards environ, qui pourraient répondre à différentes urgences du moment actuel. Chers collègues, nous devons dès maintenant demander, nous devons dès maintenant pouvoir orienter la politique fiscale vers une politique économique verte. C'est la raison pour laquelle je vous propose de voter cet amendement. Merci à vous, Madame Rubin. Monsieur le rapporteur. Merci, Président. Je pense l'inverse. C'est-à-dire que je crois qu'il ne faut pas dès maintenant modifier la politique fiscale qui viendrait mettre en difficulté un certain nombre de nos industries qu'il faut justement maintenir à flot et sauver. Donc ne pas revenir sur des tarifications spéciales et en particulier la TICPE, les exonérations de la TICPE qui pourraient mettre en péril bon nombre de nos entreprises. Donc avis défavorable. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Même avis, et en particulier pour cette exonération qui profite au secteur aérien. D'autres dispositions du PLFR soulignent combien ce secteur rencontre des difficultés dans la période. Merci beaucoup, Madame Obono, puis Monsieur Pancher sur cet amendement. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, je crois que c'est peut-être là, effectivement, que notre opposition avec votre conception de l'écologie de marché, c'est clair parce que c'est dès maintenant qu'il faut amorcer la bifurcation et faire en sorte que un des secteurs, par exemple l'aérien, qui est un des principaux contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre, ne se relance pas sur les bases de la nécessité de rattraper le retard, comme l'ont dit plusieurs de vos ministres,
mais au contraire que l'on s'adapte désormais à la nécessité de réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Tout le monde a constaté au cours des dernières semaines et des derniers mois, avec y compris des images saisissantes, comment le ralentissement de l'activité économique avait eu un impact entre guillemets positif sur ces émissions de gaz à effet de serre. Et on se rend compte, y compris aujourd'hui, de l'urgence et de la nécessité de faire en sorte qu'on change de modèle, parce que c'est en partie ce modèle-là qui a créé les conditions pour la propagation du virus. Et c'est donc dès maintenant, les décisions qu'on prend aujourd'hui vont déterminer la manière dont nous ferons face ou pas, bien ou mal, dans la prochaine période. Et donc, en commençant par la remise en cause de ces exonérations, en mettant les conditions écologique et sociale au soutien, parce que nous ne sommes pas contre le fait de soutenir des industries en difficulté, mais il faut le faire dans la logique et dans l'orientation d'une bifurcation radicale qui, à terme, doit mener à la réduction, oui, du transport aérien, à la réduction du transport routier, au développement de transports alternatifs, notamment du ferroviaire. Et voilà pourquoi ces amendements ont toute leur place, et ainsi que tous ceux que nous proposerons dans cette lignée. Je voulais intervenir sur cet amendement et le précédent aussi d'ailleurs. Sur cet amendement, nous avions déposé un amendement similaire suite aux interpellations de nombreuses associations. Et il me semble que c'est important quand même de le voter, ce serait important de l'adopter, parce que malgré les mesures qui ont été énoncées par le rapporteur et qui viennent en aide aux associations. De fait, déjà avant cette crise, un certain nombre d'associations connaissaient de nombreux problèmes et avaient de profonds problèmes de financement de leur propre structure. Et ces difficultés vont être accentuées. Et donc, il nous semble important qu'il y ait un effort supplémentaire, en plus de tout ce qui a été fait sur ces publics vulnérables, dont on sait qu'y compris dans le contexte actuel, cela a été beaucoup débattu, et c'est important de le rappeler. Un certain nombre de violences intrafamiliales sont en forte augmentation et les jeunes, notamment les jeunes personnes LGBT, sont parmi les personnes qui vont être la cible de ces violences. Et donc il faut faire en sorte que les associations aient les capacités de les accueillir correctement. Voilà pourquoi il faut un effort supplémentaire, et c'est important de voter cet amendement. Il nous semble essentiel voilà, alors il a été disposé ici, cela concerne les protections minimales qu'il convient de fournir aux salariés. Nous proposons que chaque salarié dispose de ces protections nécessaires et notamment de masques. Il y a dans notre pays des milliers de personnes qui aujourd'hui jouent un rôle essentiel. Depuis quelques semaines, tout le monde convient de ce caractère fondamental dans la lutte contre le virus et dans la nécessité de pouvoir subvenir aux besoins élémentaires pour toute la population, ce que font les personnels soignants, les caissiers et caissières, les éboueurs et éboueuses, les personnels de transport, les personnels de ménage. Donc tous ces secteurs qui permettent une continuité de la vie en société dans une période de crise importante. Et il nous semble qu'il est important, il est urgent, il est fondamental que ces personnes disposent des protections nécessaires. Nous n'avons pas été convaincus par les réponses du ministre, du ministre ou des rapporteurs, qui n'ont apporté en fait aucune justification au fait de ne pas fournir ces protections, d'autant que tout un discours enjoint la population à faire preuve de civisme sanitaire, d'adopter des gestes barrières, etc. Et on sait que dans les dispositifs qu'il faudra mettre en œuvre dans le cadre du déconfinement, à partir du moment où tout le monde, progressivement, la population sortira du confinement, il y a la nécessité des masques. Voilà pourquoi nous proposons d'y attribuer un budget nécessaire. Nous allons soutenir cet amendement comme le précédent, parce que d'abord, il nous semble que ce que nous vivons en ce moment est le produit d'une crise sanitaire et écologique.
Et je crois que beaucoup de choses sont produites en ce moment pour confirmer cela. Donc on est bien dans le sujet. L'urgence, elle est aussi écologique en matière de Covid-19. Et comme l'ont dit beaucoup d'autres collègues, la question, c'est que on donne dès maintenant la direction vers laquelle on pense que tout un ensemble de secteurs doit se diriger dans les mois qui viennent. Et dans les mois qui viennent, ça veut dire en fait dans les années qui viennent. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas financer. On pense que si, il faut soutenir les secteurs industriels. Nous, on pense d'ailleurs qu'il faut relocaliser. Donc, il va falloir mettre encore plus de moyens pour revitaliser l'appareil industriel. Mais il faut le faire dès maintenant dans des cadres. Parce que on a aussi l'expérience précédente, des années précédentes. Notre collègue nous parlait de la Caisse des dépôts, de la BPI, qui ont déjà un certain nombre de chartes, de conditions, pas de conditions, mais de bonnes intentions qu'elles sont censées remplir. Ce qu'on sait aussi, grâce à des rapports d'associations comme ONG 350 et l'Observatoire des multinationales, c'est que ces grandes institutions financent des industries fossiles. C'est le cas au niveau de la Caisse des dépôts avec les industries productrices de charbon, Rio Tinto, Anglo-American, si, ça a été prouvé par ces rapports, sans même parler des activités d'EDF de ce côté. On parle de GRT Gaz pour ces mêmes industries. Donc on sait déjà que même les institutions qui sont censées et qui étaient censées avant la crise avoir un minimum de garantie qui n'était même pas contraignante, n'étaient pas en mesure de le faire et faisaient le contraire. Elles continuent et elles continuaient à financer les industries fossiles. Voilà pourquoi il s'agit là de se donner la direction où on veut aller. Madame la députée, pour faire face à la situation sanitaire et écologique. Oui, il s'agit également d'un amendement concernant la contribution du secteur assurantiel privé. Ça complétera de notre point de vue encore mieux les précédents amendements adopté. Il s'agit donc d'une demande de rapport sur les modalités de mise à contribution du secteur de l'assurance privée à l'effort de solidarité nationale et en particulier au financement du fonds de solidarité à destination des entreprises par la déclaration de l'état de catastrophe naturelle. Il nous semble que, y compris depuis le début des discussions parlementaires, pas simplement sur ce PLFR 2, mais déjà lors du premier et lors du débat sur l'état d'urgence l'état d'urgence sanitaire, excusez-moi, la question de la contribution des assurances privées est revenue. Ce sont de nombreuses professions, entreprises indépendantes et libérales qui l'ont soulevé, je crois, à peu près tous les députés, et rappeler qu'il ne s'agit pas simplement de solidarité de la part des assurances, mais de leur fonction même face à des risques et face à ce risque nouveau. Il nous semble qu'à minima, un rapport devrait permettre qu'elles fassent leur métier, c'est-à-dire qu'elles assurent les pertes subies par ces différentes catégories. Et il nous semble que ça éclairera d'autant mieux les dispositions que j'espère nous prendrons ensuite en tant qu'Assemblée nationale sur ce sujet. Il s'agit d'une demande de rapport sur les modalités de mise en œuvre de l'interdiction du versement des dividendes par les entreprises françaises pendant 2 ans, afin d'assurer une préservation des ressources en capital pour pouvoir soutenir l'économie réelle et absorber les pertes, et ainsi soulager le budget de l'État qui supporte seul le soutien apporté à l'économie jusqu'à présent. Rappelons que depuis le début de la crise, le ministre Le Maire s'est contenté d'appeler à la modération un certain nombre d'entreprises qui ne semblent pas l'avoir obtenu, puisque AXA a versé 3,46 milliards de dividendes, Allianz 4,75 milliards, la BNP 3,9 milliards, Hermès 480 millions, Total 1,8 milliard, Vivendi 697 millions, Michelin 357 millions, Lagardère 130,5 millions, Veolia 283,5 millions. Rien que pour ces quelques entreprises, on en est à plus de 15 milliards. Il nous semble que dans cette période de crise, les bénéfices doivent servir à solidifier l'entreprise, à mieux rémunérer les salariés et à investir, pas à rémunérer les actionnaires. Les mesures incitatives ou les appels à la modération ne suffisent clairement pas, et donc il nous semble être nécessaire
par la loi d'interdire le versement des dividendes pendant 2 ans. Comme nous l'avons dit, les mesures que nous prendrons maintenant détermineront la suite. Et voilà pourquoi nous demandons ce rapport et bien sûr l'interdiction à terme rapide. Ce n'est pas un rapport, donc peut-être que vous allez pouvoir le voter. Nous souhaitons que soit inscrit dans la loi la promesse du gouvernement de ne pas octroyer son soutien financier aux entreprises qui maintiendraient leur politique de rémunération des actionnaires. Et au-delà de ce soutien, que ces entreprises qui donc maintiendraient leur politique de rémunération des actionnaires ne bénéficient pas non plus ni du report, ni des différents reports, ni du recours au chômage partiel. Enfin, au-delà de ces entreprises qui rémunéreraient leurs actionnaires, sont également concernées les entreprises qui maintiennent des écarts de salaire de 1 à 20. C'est déjà indécent, mais là, dans cette période-là, ça devient alors plus qu'indécent. Donc ces entreprises qui maintiendraient leur salaire de 1 à 20 ne pourraient bénéficier d'aucune des mesures que vous proposez. Et on souhaite que ce soit inscrit dans la loi. Oui, merci Madame la Présidente. Je voulais réagir aux avis défavorables et aux peu de réactions en fait, de la part du gouvernement, ou alors de manière exemplaire, leur réaction, en fait, qui est de considérer que jusqu'à présent et pendant encore plusieurs mois, c'est l'État, c'est la collectivité publique, en fait, c'est tout le monde, ou la majorité de la population qui allons prendre en charge, en fait, le choc économique de cette crise. Il nous semble que c'est tout à fait normal. Nous aurions préféré que nous procédions par ailleurs et en priorité à soutenir les ménages les plus précaires, les salariés, etc. Mais nous ne sommes pas contre. Nous sommes intervenus en ce sens et l'avons d'ailleurs soutenu sur un certain nombre de mesures, aider les entreprises et les secteurs en difficulté. Par contre, là, sur ces propositions, nous pointons du doigt le fait que un certain nombre d'entreprises ont des dividendes, ont des écarts de salaire extrêmement importants. À un moment où on explique aux salariés qui vont travailler plus, qui vont avoir moins de congés et qui doivent faire plus d'efforts, on laisse en fait au bon vouloir des plus fortunés, plus privilégiés de se faire de la pub en disant qu'ils vont avoir un petit peu moins de leur milliard de revenus, parce qu'ils le veulent bien, ils font ce geste-là, mais on ne se donne pas les moyens, nous, qui décidons en fait de prendre en charge l'énorme partie de ce soutien financier, de mettre un certain nombre de règles pour que ce soit un peu mieux réparti. Je pense que c'est extrêmement dommageable pour la suite, d'abord pour les moyens de ce soutien économique, et puis aussi pour l'effet et le signal que ça donne. Ce ne sont pas la majorité, c'est encore une fois la majorité qui doit se serrer la ceinture et qui va se serrer la ceinture, pendant qu'une minorité de privilégiés s'en dessaisit.